Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Alors, on va essayer de prendre un peu de hauteur et s'intéresser à des stratégies d'investissement de long terme pour essayer de corriger un peu les soubresauts qu'on a vécus récemment. Mais comme chaque mois, on fait un petit point sur l'actualité des marchés financiers. Qu'est-ce que vous avez retenu ces dernières semaines? Ben, on voit que les indices ont fortement progressé depuis notre dernière émission, depuis cette fameuse date où Pfizer a lancé son communiqué de presse, son tweet qui annonçait l'efficacité de son vaccin. Depuis, la FDA a donné un avis favorable sur le vaccin. Ça laisse des perspectives nettement meilleures pour 2021. La conjoncture, le ciel s'éclaircit au-dessus de nos têtes. Et donc, les marchés ont salué en fait ces bonnes nouvelles qui ont pris de court un peu tout le monde, hein, il faut le dire. Oui, avec des grosses progressions, hein, plus 20% sur le mois de novembre. C'était arrivé qu'une fois dans l'histoire, après le crack Ouais. de 1987. Malgré tout, on va vivre au rythme de l'avancée de ce vaccin. Est-ce qu'on peut avoir un retour en arrière si jamais il y avait, on ne le souhaite pas, un problème sur celui-ci? Oui, oui, bien sûr qu'en fait, on va encore vivre avec pendant de nombreux mois sur les marchés financiers, parce que on voit déjà en Europe que finalement, ça va pas être aussi rapide que prévu. En France, par exemple, la vaccination commence un peu plus tardivement qu'en Angleterre, qu'aux États-Unis. Donc la vitesse de vaccination va jouer un rôle important, et on commence à dire, les économistes disent que la croissance en 2021 ne va pas rebondir aussi vite qu'on ne le pensait il y a quelques semaines, parce que la vaccination va prendre du temps, et donc il va falloir qu'on continue à vivre avec ce vaccin, et ça va freiner la consommation, ça va freiner en fait le rebond de l'économie. Donc on ne va pas tourner la page aussi vite qu'on le voudrait, malheureusement. Alors si on se place du point de vue de l'investisseur, de Mm. l'épargnant, et sur le long terme, hein, c'est le thème d'aujourd'hui. Oui, en fait, je vous ai ramené des graphes sur une très longue période pour qu'on puisse prendre un peu de recul, même beaucoup de recul, des graphes sur 30 ans, sur les 30 ans. marchés Alors actions, on va pour voir, voir ce que ça donne en on va voir fait. ces graphes. On vous laisse les commenter. Voilà, en vert, vous avez les marchés américains, en bleu, le marché français. Souvent, on dit que le CAC 40 est en dessous des 6000. Finalement, il est en dessous du niveau qu'il avait atteint déjà en 2000 lors de la crise de la bulle Internet. On Euh, était monté à 7000 hein, au plus haut, Presque presque. 7000. On est en dessous du niveau atteint juste avant la crise des subprimes. Donc sur 20 ans, sur 15 ans, le CAC 40 a une performance qui est assez limitée. Alors ici, il y a un petit biais technique, je le précise quand même, c'est que ce n'est pas un dividende réinvesti. Quand on Alors que corrige de le cet effet-là, S&P, alors que le S&P, il est dividende réinvesti, le CAC n'est pas dividende réinvesti. Donc ça biaise à la baisse le CAC 40. Les chiffres réels sont un peu meilleurs pour le marché français qu'on ne le présente ici, mais c'est comme ça que le CAC est calculé. Donc je ne vais pas corriger ces chiffres-là. Et quand on dit ça, finalement, on se rend compte que conclure que le marché action n'est pas performant sur la durée, c'est parce que on se trompe d'indice, en fait. Regardez la différence entre les deux indices. Le S&P 500, ce sont les 500 plus grosses valeurs américaines, donc il est très ça fait représentatif du marché américain. fois 10 en 30 ans. Fois 10 en 30 ans. On a complètement gommé les subprimes, on a complètement gommé la bulle Internet. Vous vous rendez compte que finalement, quel que soit le point d'entrée sur le marché américain, vous êtes presque tout le temps gagnant. C'est ça qui est intéressant. Ce qui n'est pas toujours le cas sur le marché français. Le timing sur le marché français est plus difficile, mais le timing sur le marché américain, certes, est difficile, mais au final, compte tenu de cette forte croissance, l'investisseur s'y retrouve beaucoup plus. D'accord. Donc les actions, en tout cas américaines, sont un placement rentable à long terme. En France, si on réinvestissait les dividendes, sans doute aussi d'ailleurs. Oui, en France, si on réinvestit les dividendes, les performances sont positives, même si on avait investi au plus haut depuis les subprimes ou depuis la bulle Internet. Mais ce qu'on observe aussi, c'est qu'on a l'impression que l'Europe est assez vieillotte en termes boursiers, en termes d'industrie. On est sur des valeurs value beaucoup qui progressent moins que les valeurs de croissance américaines dans la tech ou d'autres secteurs. Est-ce qu'on peut dire ça? Ah oui, on peut clairement le dire. En fait, ce qui tire la croissance du S&P 500, c'est beaucoup la tech, les nouvelles technologies. Et les États-Unis sont les champions du monde de la tech. En tout cas, jusqu'à présent, ils vont peut-être être dépassés par la Chine dans la décennie qui vient. Mais pour l'instant, on peut dire que ce sont les champions du monde de la tech. Et ça tire la croissance du S&P 500. Les GAFAM, clairement, ont un poids important.
Au point que certains parlent de bulle. Est-ce que vous achetez cette thèse d'une bulle sur Non, les techs américaines? non, je n'achète pas cette thèse de bulle parce que je pense que la valorisation reflète réellement une croissance des résultats qu'on voit déjà cette année. La croissance des résultats des GAFAM va être très impressionnante pour cette année, pour cette fin d'année. C'est du vrai argent Donc, qui tombe chaque année, c'est pas comme en 2000 où on finançait des déficits. oui, et les perspectives sont très bonnes. Prenons Amazon par exemple, les perspectives sur plusieurs années sont très très bonnes. Alors, deuxième graphique que vous nous proposez. Alors, il est un petit peu plus compliqué à appréhender, je vais vous l'expliquer en fait en la courbe, ça c'est voilà, la courbe bleue et la courbe rouge, c'est pour un investisseur qui a un horizon de placement de 8 ans, on est sur la courbe bleue. Donc par exemple, imaginons que vous soyez rentré en 2000, eh bien 8 ans après, vous sortez en 2008, eh bien ça vous fait une performance, à peu près, on tombe sur le creux là, légèrement négatif, entre 2008 et 2009, on a une performance légèrement négative. C'est la performance annualisée sur la durée de placement. Donc la courbe bleue c'est 8 ans, la courbe rouge c'est 16 ans. Donc, sur 8 ans, il n'y a qu'un moment où ça passe en dessous de zéro. Hein. Sur 8 ans, on est presque tout le temps positif sur le S&P 500. Il y a une petite période, pas très longue, où on est négatif. Si on était rentré effectivement donc, en 2000, au moment des bulles Internet ou des subprimes, ou juste avant les crises, effectivement là, on aurait perdu de l'argent, mais c'est arrivé souvent. La plupart du temps, la performance est positive. Il arrive même assez souvent que la performance est très forte, au-delà de 10%, au-delà de 12%. Et donc en rouge? En rouge, c'est pour un investisseur, cette fois de très long terme, et il y en a beaucoup en fait en France. C'est un investisseur qui a 16 ans d'horizon de placement. Donc le double du bleu. Le double du bleu. Et là, on voit qu'on n'est jamais négatif en investissement sur le S&P 500. Et la plupart du temps, on est au-dessus de 5% au minimum, voire dans beaucoup de cas, au-dessus de 10%. Donc la démonstration sur le S&P, si vous avez tenu 16 ans, eh bien, vous n'avez jamais perdu d'argent. Jamais, c'est pas possible de perdre d'argent sur cet indice, en tout cas dans le passé. Et ça correspond quand même beaucoup à nos clients, aux investisseurs, aux épargnants français, parce qu'il faut rappeler que la première préoccupation en matière de placement pour les Français, c'est la préparation de la retraite. Il faut commencer tôt pour préparer la retraite. Donc souvent, on a cet horizon de placement, on a 15 ans devant nous. Et donc quand on a 15 ans, la démonstration qui est faite ici, c'est qu'aller sur des placements risqués, ça peut rapporter gros. Bon, moralité, il faut investir dans les actions, et notamment américaines. Les actions internationales en tout cas, le S&P 500 c'est près de 70% de MSCI World, ce qu'on appelle des actions internationales, c'est les 2 tiers du S&P, du MSCI World. Donc oui, aller sur les actions américaines, c'est globalement un bon pari en fait. D'accord. Je vous ai ramené en fait, un dernier graphique rapidement. Voilà, juste pour dire rappeler quelques principes en fait pour un investisseur. D'abord, on le voit même sur le S&P 500, il est volatile. Si on recherche une performance élevée, il faut accepter que la valorisation de son portefeuille va varier dans le temps. Elle va être assez fortement volatile. Mais ça, c'est le prix à payer pour avoir une performance élevée. Il faut être capable de dormir même si son portefeuille ponctuellement perd de l'argent. Exactement. Quelques questions rapidement qui nous sont parvenues. Paul J, quelles sont les actions de fonds de portefeuille conseillées pour les prochaines années? Si on doit acheter du long terme, justement, sur quoi on mise? Alors, je vais vous faire peut-être une réponse de Normand qui ne va pas faire plaisir. Paul ne va pas être content. À Paul. Enfin, ce n'est pas vraiment une réponse de Normand, mais ma réponse, c'est que la conclusion de graphe qu'on vient de voir, c'est que finalement, un investisseur, nos clients ne doivent pas trop s'éloigner des indices boursiers. Lorsqu'on est sur tout le marché, comme le S&P 500, des ETF alors, les ETF sont très intéressants. Pourquoi c'est intéressant? Parce que finalement, vous parliez en fait de cette rotation sectorielle. Lorsqu'elle arrive, elle se fait au sein de l'indice. Le poids de la tech est de plus en plus fort. L'indice global en profite. En fait, vous n'avez pas besoin de faire des choix vous-même. Les choix sont faits automatiquement par l'indice. Vous laissez porter par l'indice. Les secteurs gagnants constituent l'indice et vous allez en profiter. Bon, réponse pour Paul, un ETF S&P 500. Noël demande, j'ai une ligne de H2O Moderato R qui représente 11% de mon contrat d'assurance vie et qui correspond à quelques X euros à garder ou non. Oui, on sait que H2O a défrayé la chronique ces derniers temps. Oui, donc vous savez que maintenant il y a 2 parties, il y a une partie liquide, une partie illiquide. La partie illiquide, là, elle n'a pas le choix, c'est la société de gestion qui va céder des titres sur le marché. Il faudra qu'elle attende
probablement jusque juin 2021. Pour la partie liquide, elle a le choix. Elle peut soit céder aujourd'hui, soit attendre. Si elle cède aujourd'hui, il faut savoir que la performance sur l'année 2020 est encore négative pour Moderato. Moi, je conseille d'attendre parce que je pense que 2021 devrait être une bonne année pour une reprise des fonds tels que Moderato. Bon, voilà, le message est passé. Il faut prendre patience, garder son calme. Michel demande comment faut-il interpréter les sommets de la bourse américaine avec une crise du Covid encore bien présente. C'est toujours un peu cette question de la décorrélation entre les indices et puis notre quotidien économique qui parfois est un peu morose. Alors, c'est vrai que les investisseurs sont très optimistes, hein. Encore une fois, ils regardent à moyen terme, voire à long terme. Donc, ils se projettent déjà fin 2021. Fin 2021, imaginons qu'on soit presque tout vacciné, ou en tout cas qu'on ait atteint... Qu'on puisse ressortir de chez nous sans masque. Sans masque, et que du coup la consommation reparte fortement, qu'il y a un rebond. Les entreprises disent qu'elles veulent investir, les particuliers veulent consommer. Donc effectivement, à une raison d'un an, les perspectives sont plutôt bonnes. Et puis il y a un autre élément qu'il ne faut pas négliger aussi, ce qui est favorable aux actions, il faut le reconnaître, c'est l'action des banques centrales, le fait que les taux d'intérêt soient négatifs, j'en ai pas parlé tout à l'heure, les obligations présentent des taux négatifs. Donc pour un investisseur de long terme aujourd'hui, la seule chose à faire s'il veut gagner de l'argent, c'est d'aller sur les actions. Bon, et j'ai une question à propos de Banque Centrale à laquelle vous ne répondrez pas aujourd'hui, mais ce sera pour notre émission de rentrée après les fêtes. Mes devoirs de vacances. Oui, si vous en êtes d'accord. Et il y a un débat sur est-ce que les banques centrales peuvent ou non annuler la dette. Est-ce que d'un trait de plume, on peut revenir en arrière et que personne finalement ne paye cette dette Covid. Je vous soumets ça et j'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus. Merci Jonathan, on se retrouve, passez de bonnes fêtes et puis on se retrouve à la rentrée. Bonne fête à tous.